Cours de la comptabilité nationale, la deuxième section, les opérations sur les biens et services. Cette section s'intéresse aux opérations sur les biens et services. Généralement, l'activité économique est assurée via des opérations économiques effectuées entre les différents secteurs institutionnels. Ces opérations sont regroupées en trois catégories: les opérations sur les biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. Cette catégorie regroupe toutes les opérations portant sur la création et l'utilisation des biens et services. Il s'agit particulièrement de la production, la consommation, la formation de capital et les opérations avec l'extérieur, à savoir les importations et les exportations. On commence par la production. Selon le système marocain de la comptabilité nationale, la production est définie comme étant l'activité socialement organisée destinée à créer des biens et services habituellement échangés sur un marché et ou obtenus à l'aide des facteurs de production échangés sur le marché. Mais la question qui se pose, comment évaluer concrètement la production des différents secteurs institutionnels dans la comptabilité nationale? En général, on distingue deux modalités d'évaluation de la production: l'évaluation au prix de marché et l'évaluation au coût des facteurs de production. Premièrement, l'évaluation au prix de marché. Généralement, on distingue deux variantes du prix de marché: le prix de départ d'usine et le prix d'acquisition. Le prix départ usine est calculé par la formule suivante. C'est la somme des consommations intermédiaires du montant des salaires, de l'excédent brut d'exploitation et des impôts liés à la production net de subventions d'exploitation. Par contre, le prix d'acquisition, c'est le prix départ usine augmenté de la marge commerciale, c'est-à-dire le prix d'achat d'un tel produit. Deuxièmement, l'évaluation au coût des facteurs. Généralement, l'entreprise utilise trois facteurs de production. La matière première, dont le coût correspond à la consommation intermédiaire. Deuxièmement, la main-d'œuvre, le coût correspond à la rémunération salariale. Et le capital, qui est rémunéré par l'excédent brut d'exploitation. Par la suite, le prix au coût des facteurs est égal au prix départ usine diminué des impôts liés à la production moins les subventions d'exploitation. On vient de déterminer les modalités d'évaluation de la production pour une activité industrielle, mais il existe d'autres activités particulières, à savoir les activités commerciales, les activités bancaires, les activités des assurances, les organismes de retraite et mutuelles et les activités non marchandes. Les entreprises commerciales ayant pour objectif la revente de biens et services. Pour ce type d'activité, la production est évaluée par la somme des marges commerciales constituée par la différence entre le prix d'acquisition et le prix départ usine. Donc, la marge commerciale, c'est la différence entre le prix d'acquisition et le prix départ usine. Concernant les activités bancaires, la production peut être divisée en deux catégories. Les services bancaires destinés à une clientèle identifiable, dont la facturation ne pose aucun problème. Par exemple, la location des coffres-forts, la vente des cartes bancaires, les cartes crédit, ainsi de suite. Le deuxième type concerne les services d'intermédiation financière occasionnés par la collecte, la transformation et la distribution de disponibilités financières. Il s'agit de la production imputée de services bancaires. Elle est calculée par la différence entre les intérêts et les dividendes reçus, moins les intérêts versés. Concernant l'activité des assurances, on distingue deux types, les assurances dommages et les assurances vie capitalisation. Pour le premier type, les assurances dommages, la protection est évaluée
par la différence entre le montant des primes brutes acquises et le montant des indemnités dues. Concernant le deuxième type, les assurances vie capitalisation, dans ce cas, les risques s'inscrivent à long terme, donc les compagnies d'assurance peuvent mener des déplacements de fonds. Alors, ces placements permettent de générer des revenus. Par la suite, la production est évaluée par la formule suivante. Les primes acquises plus les revenus des placements moins les indemnités versées plus la variation des réserves mathématiques. Avec les réserves mathématiques, ce sont les fonds placés par les compagnies d'assurance sous forme d'actifs physiques ou financiers en vue de couvrir les risques assurés à long terme. Pour le cas des organismes de retraite et mutuelles, la protection est évaluée par la différence entre les coûts de gestion et les subventions d'exploitation. Après avoir analysé les différentes méthodes pour évaluer la protection concernant les activités marchandes, on passe maintenant aux activités non marchandes. Généralement, 3 secteurs institutionnels peuvent produire des services non marchands, à savoir les administrations publiques, les institutions privées sans but lucratif et les ménages. Pour les administrations publiques et les institutions privées sans but lucratif, le coût de protection comprend les éléments suivants. La consommation intermédiaire, la rémunération des salariés, la consommation du capital fixe et les impôts liés à la protection, moins les subventions d'exploitation. Pour les ménages producteurs de services domestiques non marchands, le coût de protection correspond à la rémunération du personnel domestique. C'est-à-dire le coût de protection, c'est le salaire payé. Après avoir analysé les différentes modalités d'évaluation de la protection pour les activités marchandes et les activités non marchandes, on passe maintenant à analyser la consommation. Généralement, on distingue 2 catégories de la consommation intermédiaire et la consommation finale. Concernant la consommation intermédiaire, c'est l'acquisition de biens et services qui sont détruits ou bien transformés lors de la production d'un autre bien ou service. En principe, la consommation intermédiaire est effectuée par les unités institutionnelles qui exercent une activité productive. Il est pertinent de signaler que la consommation intermédiaire constitue un emploi dans la comptabilité nationale. La consommation intermédiaire subdivise en 2 types, la consommation intermédiaire externe et l'intra-consommation. Le premier type consiste pour une branche de consommer des produits provenant des autres branches. Par contre, le deuxième type, c'est-à-dire l'intraconsommation, c'est la consommation par une branche de ses propres produits ou des produits similaires importés. En tout cas, les biens et services objets de la consommation intermédiaire sont évalués au prix d'acquisition. Avec le prix d'acquisition, c'est le prix des parts usines augmenté de la marge commerciale. Il est important de signaler que les éléments suivants ne sont pas considérés comme une consommation intermédiaire. D'abord, les biens et services qui sont considérés comme une formation brute de capital. Deuxièmement, les dépenses qui sont traitées comme achat d'actifs non produits. À titre d'exemple, les contrats de franchise, les contrats de licence. Troisièmement, les dépenses des employeurs parce qu'il est considéré comme des salaires. Et finalement, les services publics parce qu'ils sont considérés comme des dépenses de consommation collective des administrations publiques. On passe maintenant à la consommation finale. La consommation finale est constituée par l'ensemble des biens et services utilisés pour la satisfaction des besoins individuels et collectifs.
Généralement, la consommation finale est analysée selon le secteur institutionnel. Alors, on distingue entre la consommation finale des ménages et la consommation finale des institutions privées sans but lucratif et les administrations publiques. On commence par les ménages. La consommation finale des ménages comprend principalement les services de logement produits par les propriétaires occupants, les revenus en nature, les services financiers directement facturés en ménage. Mais d'autres éléments sont exclus, à savoir les transferts sociaux en nature, par exemple les frais médicaux remboursables, les dépenses en biens et services faisant partie de la consommation intermédiaire ou de la formation brute de capital, par exemple l'achat de logement, l'acquisition des objets de valeur. Concernant les institutions privées sans but lucratif et les administrations publiques, la consommation finale comprend les éléments suivants. La valeur des biens et services que ces organismes produisent, autre que la formation de capital, et les dépenses que ces organismes consacrent à l'acquisition de biens et services produits par d'autres producteurs marchands, dont l'objectif est de les fournir en état aux ménages au titre des transferts sociaux en nature. Alors, la consommation finale pour ces organismes se calcule par la formule suivante. La consommation finale, c'est la valeur de la production plus les dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire des producteurs marchands, moins les paiements effectués par d'autres unités, moins la formation de capital pour compte propre. On s'intéresse maintenant à la formation brute de capital fixe. Mais avant de commencer, il est important de signaler que la formation brute de capital comprend particulièrement 3 éléments. La formation brute de capital fixe, la variation des stocks et les acquisitions moins les cessions objets de valeur. Donc, la formation brute de capital fixe, c'est une partie de la formation brute de capital. Elle est constituée par les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes qui sont réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, à condition que ces actifs doivent être utilisés dans le processus de production pendant une période plus d'une année. La formation brute de capital fixe concerne les valeurs positives et négatives. On parle des valeurs positives lorsqu'il s'agit des acquisitions et les valeurs négatives lorsqu'il s'agit des cessions. Pour les acquisitions, il s'agit des acquisitions des actifs fixes neufs ou bien existants achetés, les actifs fixes neufs ou existants acquis dans le cadre d'opérations de troc, ou bien les actifs reçus en contrepartie de transferts en capital ou en nature. Les valeurs négatives concernent les cessions d'actifs fixes suite à une opération de vente ou une opération de troc ou un transfert en capital en nature. La formation brute de capital fixe comprend plusieurs types, à savoir l'acquisition des logements, l'acquisition des bâtiments, l'acquisition des machines et les équipements, tels les voitures, les ordinateurs, l'acquisition des systèmes d'armes, l'acquisition des logiciels et les bases de données. Par contre, d'autres éléments ne sont pas considérés comme une formation brute de capital, à savoir les opérations classées en consommation intermédiaire, les opérations comptabilisées comme une variation des stocks, ainsi que les machines et les équipements achetés par les ménages pour leur consommation finale, mais les logements sont considérés comme une formation brute de capital fixe. Il est important de signaler que pour la formation brute de capital fixe,
on doit déduire le montant des amortissements pour prendre en considération la destruction des capitaux. Donc, on parle de la formation nette de capital fixe. C'est la formation brute de capital fixe moins le montant des amortissements. On passe à la variation des stocks. Les stocks représentent tous les biens non durables conservés par les unités productives dont l'objectif est de les utiliser ou bien les vendre. D'après cette définition, les services ne font pas l'objet des stocks. La variation des stocks est mesurée par les entrées de stock moins les sorties de stock. La comptabilité nationale, c'est une comptabilité des flux, c'est pas une comptabilité de stock. Alors, la comptabilité nationale n'enregistre pas les quantités de stock, mais les variations intervenues entre le début et la fin de l'année. On passe maintenant à traiter le dernier type des opérations sur les biens et services. Il s'agit des opérations avec l'extérieur. Ce type des opérations comprend les importations et les exportations. On commence par les exportations. Les exportations de biens et services englobent toutes les opérations par lesquelles des résidents fournissent des biens et services à des non-résidents, que ce soit ces opérations sont sous forme des ventes, de troc ou bien des dons. Ces opérations portent sur des biens, que ce soit neufs ou bien des biens d'occasion, qui quittent définitivement le territoire économique national à destination du reste du monde. Également, ces opérations portent sur les services, c'est-à-dire les services fournis par les unités résidentes aux unités non résidentes, ainsi que ces services sont évalués au prix du marché. D'une façon générale, les exportations sont évaluées par le prix des parts usines, augmenté des frais de transport et les autres frais supportés jusqu'à la frontière nationale. Concernant les importations englobent la valeur de tous les biens qui ont pour origine le reste du monde et qui entrent définitivement sur le territoire économique national. Également, elle comprend la valeur des services fournis par des unités non résidentes aux unités résidentes. Concernant la méthode pour évaluer les importations, d'une façon générale, les importations sont évaluées en prix des parts usines, augmentés par les frais de transport et les frais d'assurance du port étranger jusqu'au port national. Après avoir analysé les différents types des opérations sur les biens et services, il est important de signaler que les opérations sur les biens et services sont reliées entre elles par l'équation d'équilibre suivante. La somme de la production et des importations est égale à la somme de la consommation intermédiaire, la consommation finale, la formation brute de capital, la variation des stocks et les opérations des exportations. Cette équation sera développée avec plus de détails dans le cadre du chapitre suivant.